Après que Mia, l'ancienne assistante de Sean Combs, qui témoigne sous un pseudonyme, a terminé son témoignage, les procureurs s'attendent à ce que d'autres témoins prennent la parole dans le cadre du procès pour trafic de rapports intimes impliquant le magnate de la musique. Parmi ceux que les procureurs comptent y faire témoigner figurent Enrique Santos, un gardien d'hôtel, Frank Piazza, expert en vidéo judiciaire, et Eddie Garcia, ancien agent de sécurité à l'hôtel Intercontinental, qui doit témoigner sous couvert d'immunité. Le juge Arun Subramanian, présent dans la salle, échange avec les procureurs et les avocats de la défense concernant les pièces que la défense souhaite présenter lors du contre-interrogatoire de Mia. Mia poursuivra son témoignage une fois le jury convoqué. L'avocat de la défense, Brian Steele, indique qu'il pourrait l'interroger durant la pause déjeuner. Mia est revenue à la barre, et Steele a repris son contre-interrogatoire. Avant que le jury n'entre, l'accusation a fait comparaître Eddie Garcia pour qu'il invoque son droit de ne pas s'auto-incriminer. Le juge a déclaré qu'il signerait une ordonnance d'immunité l'obligeant à témoigner plus tard dans la journée. Steele examine ensuite un CV rédigé par Mia avant qu'elle ne commence à travailler pour Combs. On y lit qu'elle a apporté un soutien 24 heures sur 24 à Mike Myers en 2008-19 et qu'elle avait la peau dure. Je pensais que oui, a répondu Mia. Des échanges de SMS entre Combs et Mia ont été analysés. En décembre 2018, Mia a écrit à Combs « Joyeux Noël, je t'aime tellement ». Elle venait de le voir aux funérailles de Kim Porter, la mère de 3 des enfants de Combs, décédée en novembre. Le 15 janvier 2019, Mia lui a envoyé un message dans lequel elle racontait avoir rêvé qu'elle était coincée dans un ascenseur avec R. Kelly, et que Combs l'avait sauvée. En mars, elle lui a dit lui envoyer « tout l'amour du monde ». Steele lui a demandé si, malgré qu'elle ne travaillait plus pour lui, elle était encore sous son emprise. Psychologiquement, oui, a-t-elle répondu. De plus, Puff était mon protecteur, a-t-elle ajouté. Elle a précisé que ces messages faisaient suite à des événements tragiques dans sa vie, notamment la mort de Porter. En décembre 2019, elle lui a adressé ses condoléances le jour de l'anniversaire de Porter. Mia a témoigné que Combs lui avait demandé de filmer avec une caméra de poche avant d'engager des vidéastes professionnels. À la question de savoir si elle avait des images de lui en colère, elle a répondu « Absolument pas. Non, je n'aurais pas été autorisée à filmer ça. Je filmais ce qu'il voulait que je filme. » Elle a ajouté que filmer Combs dans un moment de rage aurait été une énorme rupture de confiance, de loyauté et de confidentialité. Steele lui a demandé si elle avait parlé à quelqu'un des abus subis au moment où ils se produisaient. Non. La seule fois où j'ai demandé de l'aide, c'était très subtilement auprès de personnes du bureau, mais sans révéler des choses dont personne n'avait été témoin. Non. Jamais. Il a suggéré que les messages échangés, avec des expressions comme « je t'aime », indiquaient presque une relation amoureuse. « Je lui envoie du soutien et de l'amour, oui », a-t-elle déclaré. Mia a témoigné que personne n'avait réagi au mauvais comportement de Combs. Je recherchais constamment son approbation. Il était ma figure d'autorité. Ma seule figure d'autorité, a-t-elle dit. Elle a affirmé que Combs l'avait menacé de tout dire à sa compagne Cassie Ventura à propos de ce qui s'était passé entre eux, ce qui l'avait conduite à intérioriser le blâme et la honte. Personne n'a agi comme si ce qui m'arrivait était mal. Ces menaces m'ont fait intérioriser le blâme et la honte, a-t-elle dit. Steele lui a demandé pourquoi elle ne voulait pas que Combs parle à Cassie. Il a menacé de tout dire à Cassie, entre guillemets, ce qui m'a donné l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Je ne sais pas comment expliquer l'effet que ça peut avoir, a-t-elle répondu. Le jury a visionné une vidéo de Mia réalisée pour les 44 ans de Combs en 2013. Elle y déclare être chanceuse de l'appeler un ami et le remercie d'être l'une des plus grandes inspirations de ma vie. Elle conclut « Je t'aime, joyeux anniversaire », en lui envoyant un baiser. La juge a autorisé la diffusion malgré les objections des procureurs. L'avocate de la défense Alexandra Shapiro affirme que cette vidéo montre que Mia affiche une fausse personnalité devant le jury. Une pause a été ordonnée. À la reprise, Comey, la procureure, a accusé Brian Steele de harcèlement et d'humiliation envers Mia à travers des cris, des questions sarcastiques et argumentatives. Le juge Subramanian a reconnu des questions inappropriées, mais pas les cris, et a mis en garde Steele. Steele a ensuite demandé comment Combs aurait pu découvrir ses échanges avec Cassie. Il a volé mon téléphone à plusieurs reprises. Il a volé le téléphone de Cassie à plusieurs reprises.
Il a installé des dispositifs de localisation sur sa voiture, a déclaré Mia. Je ne sais pas de quoi il est capable. J'étais terrifiée. Elle a expliqué qu'elle était proche de Cassie mais ne pouvait pas lui dire la vérité. Quelle que soit l'histoire que Puff m'a racontée, je devais la maintenir. L'une des pires parties était d'être placé au milieu et de devoir couvrir Puff pour Cass, ce qu'il m'obligeait à faire constamment. Steele lui a demandé si elle avait conseillé à Cassie de quitter Combs. Pas comme j'aurais aimé, a-t-elle répondu, ajoutant qu'elle s'était sentie mal de le couvrir, mais qu'il l'aurait sinon éloigné de Cassie. Mia a confirmé ne pas avoir mentionné d'agression sexuelle lors de la médiation de 2017 concernant son licenciement. Steele lui a demandé si elle connaissait le mouvement #MeToo à cette époque. Non, a-t-elle témoigné. Le jury a vu un message d'anniversaire de Mia pour Combs en 2023, contenant une photo d'eux deux. Mia a dit ne pas se souvenir de l'avoir envoyé. Elle a précisé que la plainte de Cassie Ventura contre Combs avait été rendue publique 12 jours plus tard. Ventura y accusait Combs de viol et de violence prolongée. Mia a reconnu ne pas avoir informé les procureurs des agressions au début. Certainement pas avant d'avoir un avocat. Steele a affirmé qu'elle ne les avait informés qu'en juin 2024. Elle a répondu « Encore une fois, je ne me souviens pas des dates, mais je me souviens de cette horrible conversation. » Elle a déclaré avoir eu peu de moments avec ses proches durant son emploi chez Combs. C'était des moments rares et espacés. Steele a suggéré qu'elle avait quand même du temps hors de l'emprise de Combs. « Je n'ai jamais été hors de son emprise », a-t-elle répondu. Même loin du travail, on attendait d'elle une disponibilité constante. Quand Steele lui a demandé pourquoi elle ne parlait pas à ses proches de ses allégations, elle a répondu « C'est bien plus complexe que ça ». Il lui a ensuite demandé si Combs n'avait été violent avec Cassie Ventura que « rarement ». Le contraire, a répondu Mia. Le jury a été licencié pour le déjeuner. Steele a enfin demandé si Combs était agréable à côtoyer. L'une de ses personnalités, oui. Les autres, non, a répondu Mia. Le jury après a été licencié pour le déjeuner jusqu'à 12h50. Mia, une ancienne employée de Sean Combs, est revenue à la barre. Le jury était également de retour dans la salle d'audience. Lors du contre-interrogatoire, l'avocat de la défense Brian Steele lui a demandé si elle avait l'intention de poursuivre son ancien patron sur la base des allégations d'agression liées à un rapport intime. Mia a répondu que ce n'était pas son intention. Lorsqu'on lui a demandé si elle espérait obtenir de l'argent, elle a nié. Steele a ensuite suggéré que Mia avait été renvoyée des entreprises de Combs pour consommation d'alcool. Il a demandé « N'est-il pas vrai que vous avez été licencié parce que vous n'arriviez pas à l'heure et que vous aviez bu ?» Mia a répliqué « Absolument pas. » Elle a expliqué avoir ensuite travaillé pour Madonna pendant environ 8 mois après avoir quitté l'entreprise de Combs en 2017. À ce moment-là, elle ne pensait pas que Combs l'avait mise sur liste noire. Elle avait témoigné la semaine précédente qu'elle ne pouvait pas travailler à cause d'un syndrome de stress post-traumatique sévère. Je devais partir parce que des situations tout à fait normales me déclenchaient une peur accablante d'avoir des ennuis, a-t-elle dit. Elle a affirmé avoir eu peur de Combs et avoir cru que quitter son emploi rendrait impossible toute autre opportunité professionnelle. Elle a aussi décrit le contrôle qu'il exerçait sur elle, disant être, psychologiquement, sous son emprise et terrifiée par lui. Son témoignage pourrait appuyer l'accusation pour trafic lié à des rapports intimes, selon Mark O'Mara, ancien procureur non impliqué dans l'affaire, qui a expliqué « Ils font comparaître ces témoins pour qu'ils disent « Voilà l'environnement que M. Combs a créé, un environnement de coercition ». Steele est revenu sur des messages envoyés par Mia en décembre 2016 après l'annonce de la fermeture de Revolt Films. Elle avait écrit que sa vie était « finie ». Mon monde tout entier m'a été arraché instantanément. Et même si, avec le recul, ce monde était horrible, je ne le savais pas à l'époque. Quand il lui a été demandé si elle voulait continuer à travailler pour Combs à ce moment-là, elle a répondu « Je voulais continuer à poursuivre mes rêves. Je réalisais enfin de vraies choses, et je me suis séparé de lui. » Steele a également questionné Mia sur la jalousie de Cassandra Ventura envers les autres femmes fréquentées par Combs. Mia a déclaré ne pas se souvenir d'une jalousie particulière envers Kim Porter, mais a ajouté « Je suis sûr qu'elle n'était pas ravie », en apprenant les relations cachées de Combs. Il lui a fait croire qu'ils étaient exclusifs, a-t-elle précisé. Mia a dit ne jamais avoir signalé les abus subis à la police, ni à un refuge, ni anonymement.
Interrogée sur un incident durant lequel Combs lui aurait claqué une porte sur le bras, elle a témoigné que son bras était meurtri, mais qu'elle n'avait pas vu de médecin. On ne m'aurait pas laissé faire. Elle a aussi précisé ne pas avoir crié « J'étais sous le choc ». Le jury a ensuite été brièvement dissous. Les avocats ont discuté de questions liées au contre-interrogatoire. La procureure Maureen Comey a indiqué que la suite des témoins serait réorganisée pour tenir compte de la disponibilité d'un témoin en détention. L'avocat Brian Steele a terminé son contre-interrogatoire. Mia a ensuite été interrogée par la procureure Madison Smizer, qui a examiné plusieurs publications de Mia sur les réseaux sociaux. Mia a confirmé qu'il s'agissait d'éléments de son travail, incluant la promotion d'événements ou d'anniversaires. À la question « Pourquoi as-tu essayé de rendre heureuse la personne qui t'a maltraité ?» Elle a répondu « Parce que quand il était heureux, j'étais en sécurité. » Mia a maintenu qu'elle n'avait pas l'impression de pouvoir quitter son poste. « J'aurais été dépouillée de toute crédibilité. Je n'aurais pas pu obtenir un emploi dans ce secteur ou un autre, et j'aurais perdu tout ce que je connaissais. » Elle a évoqué un moment où, en tentant de quitter, le chef de cabinet de Combs lui avait demandé de revenir. Elle craignait aussi pour sa sécurité. Je connaissais simplement sa puissance et sa colère. Elle a déclaré ne pas croire que les ressources humaines l'auraient cru. Les ressources humaines m'ont puni injustement et ont même licencié Kayla pour avoir simplement parlé des abus de Cassie. Ils ne m'auraient pas cru. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il se serait passé si elle avait parlé, elle a dit qu'on ne me croirait pas. Je serais éliminée, maltraitée, licenciée et d'une manière ou d'une autre, passée pour une folle qui invente tout. Son témoignage est maintenant terminé. La directrice des ventes et du marketing du Beverly Hills Hotel, Sylvia Hocken, a ensuite témoigné. Elle a confirmé que Sean Combs réservait parfois sous le nom de Frank Black, ce qui est courant pour des célébrités. Le jury a vu des relevés montrant Cassie Ventura parmi les personnes ayant accès aux réservations. L'un des relevés, datant de mai 2015, mentionnait des frais de $500 pour des dégâts causés par l'huile. Un autre faisait état de $300 pour le nettoyage des rideaux, ainsi que l'achat de 5 bougies. La défense a brièvement contre-interrogé Hocken. L'accusation n'a pas posé de questions supplémentaires. Le jury a été dissous pour la journée. Le lendemain, l'accusation prévoyait de faire témoigner Eddie Garcia, employé de la sécurité de l'hôtel Intercontinental, en vertu d'une ordonnance d'immunité. Selon l'avocate Lisa Bonner, cela pourrait renforcer la position de l'accusation. Une ordonnance d'immunité signifie souvent qu'un témoin ne voulait pas venir. Une fois cette protection accordée, cela rend leur témoignage plus crédible. Elle a conclu que ce serait une excellente occasion pour l'accusation de marquer des points auprès du jury. Le témoignage d'autres personnes comme Frank Piazza, Derek Ferguson, Brianna Bongolan et Jane, une autre accusatrice sous pseudonyme, était aussi attendu. Les procureurs ont indiqué vouloir terminer le témoignage de Jane avant son vol international prévu le jeudi suivant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir et nous encourager à continuer à vous partager jour après jour les mises à jour sur cette affaire.